Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler donc de biodiversité et de pollinisation des cultures et je vais essayer de le faire en ayant trois aspects que j'aimerais traiter. D'une part, d'une part, pardon, d'une part, la dépendance de l'agriculture envers les pollinisateurs. D'autre part, la limitation de la production agricole par la pollinisation. Et enfin, terminer par l'importance de la diversité des pollinisateurs pour la production agricole. Alors, la dépendance. En quoi est-ce que l'agriculture est-elle dépendante des pollinisateurs? Donc, Bernard Vessière a déjà présenté cette étude auquel il a participé et qui a analysé euh, les 87 cultures principales à l'échelle mondiale. Et cette étude a montré que 75% des espèces cultivées dépendent des pollinisateurs pour leur production. C'est-à-dire qu'on a besoin de pollinisateurs pour cette production. Alors, on peut penser, par exemple, aux pommes. Pour avoir une pomme, il faut avoir des pollinisateurs, d'accord? Mais on peut aussi penser à la carotte. Alors la carotte, d'accord, ça pousse sous terre, on se dit bah, pas besoin de pollinisateurs, mais enfin il faut une graine pour planter des carottes. Euh, alors si on parle en termes de tonnage, les figures sont un peu différentes et on a à peu près un tiers de la production agricole en tonnage qui est dépendante des pollinisateurs. Et ça, c'est lié à l'importance forte des céréales, blé, etc., qui sont, eux, pollinisés par le vent. Alors donc on a un tiers de la production en tonnage qui dépend des pollinisateurs, mais elle dépend partiellement des pollinisateurs. C'est-à-dire que selon les cultures, on va avoir des cultures qui dépendent complètement de la pollinisation pour leur production. Donc vous avez ici par exemple 13 cultures pour lesquelles, si jamais il n'y a pas de pollinisateur, on a une baisse de 95% de la production agricole. Ici, on a 30 cultures dans l'échantillonnage pour lequel, si on enlève les pollinisateurs, on a une baisse de 65% de la production agricole. D'accord? Et ainsi de suite. Et puis ici, vous avez typiquement les céréales qui, en l'absence de pollinisateurs, continuent à produire tout autant. Donc si on prend en compte cette dépendance variable des espèces cultivées aux pollinisateurs, qu'est-ce qui se passe? On arrive à un chiffre qui paraît un peu ridicule, c'est-à-dire qu'on a à peu près, en l'absence de pollinisateurs, 5 à 10% de la production en tonnage qui dépend des pollinisateurs, donc 5 à 10% de la production agricole qui disparaîtrait en l'absence de pollinisateurs. Alors ça paraît peu. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que cette dépendance, déjà, elle est variable dans l'espace. Donc vous avez des cartes ici qui vous montrent la dépendance de l'agriculture de différents pays. Plus c'est foncé, plus c'est dépendant. Et puis, d'autre part, elle change dans le temps. C'est-à-dire qu'on a tendance à être de plus en plus dépendant des pollinisateurs au niveau agricole. Et ça parce qu'on cultive de plus en plus de plantes qui sont dépendantes. OK ? L'autre chose, c'est que ces plantes qui sont dépendantes des pollinisateurs, on peut calculer la production en tonnes, mais en fait, elles nous apportent aussi, elles contribuent de façon très forte à notre alimentation, à notre nutrition. Et donc ici, dans ces graphiques, vous avez la part de différentes vitamines, vitamines qui sont solubles dans l'eau, vitamines qui sont solubles dans le gras, et puis des minéraux qui dépendent des pollinisateurs. Et en fait, la partie assurée, ici, à chaque fois, c'est la part qui disparaîtrait si jamais on n'avait pas de pollinisateur. Et donc, vous voyez que, et c'est la production globale, donc à l'échelle du globe, et donc vous voyez que pour certaines vitamines, par exemple, si on prend la vitamine A, qui est absolument nécessaire pour notre vision notamment, on voit qu'on a à peu près 40% de la production de vitamine A qui dépend des pollinisateurs et qui disparaîtrait. Donc on est beaucoup plus que les 10% dont je vous parlais. Ces carences potentielles en termes de nutriments, il y a des chercheurs qui ont transformé ça en risque de mortalité pour les humains. C'est-à-dire que si on a des déficiences en termes de vitamines, en termes de minéraux, il y a des maladies qui augmentent. Et vous avez ici une étude qui a été faite et qui vise à voir, en l'absence de pollinisateurs, estimer quelles seraient les augmentations de mortalité humaine en fonction de différentes maladies.
Et ce que l'on peut voir, c'est que ici, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit que c'est très variable suivant les pays. Et si on compare par exemple la Chine et l'Inde, qui ont des populations relativement équivalentes en termes de nombre de populations, la Chine est beaucoup plus exposée à la perte de pollinisateurs que l'Inde. Et ça, c'est lié au régime alimentaire qui sont dans ces pays, où est-ce qu'ils tirent, de quelle culture ils tirent leurs vitamines, etc. Et juste pour vous dire que donc il y a un lien jusqu'à réellement la santé humaine. Alors ça, c'est dans les mêmes genres d'idées. C'est une étude qui a été faite en Inde où on a des petites fermes vivrières. Donc la production agricole sert directement à nourrir le village qui est autour. Donc il n'y a pas de marché international, etc. Et vous avez en haut ici les différents nutriments que la population consomme. Et puis vous voyez ici par les flèches, vous voyez de quelle culture est-ce qu'ils tirent ces nutriments. Donc on voit par exemple que la vitamine A est principalement tirée des carottes qu'ils cultivent. Et ici, vous avez les pollinisateurs de ces différentes cultures. Et vous pouvez voir donc que ces carottes sont principalement pollinisées par des mouches. Donc l'approvisionnement en vitamine A de ces populations dépend complètement de la population de mouches qu'ils ont autour de chez eux. Dernière chose qui est intéressante à voir ici, c'est que ces mouches, ok, elles pollinisent beaucoup les carottes, donc elles se nourrissent beaucoup de nectar et de pollen de carottes, mais vous voyez qu'il y a un gros lien ici aussi, et en fait, elles se nourrissent également beaucoup de plantes sauvages. Donc pour maintenir notre population de mouches correcte, il suffit pas de planter des carottes, il faut aussi qu'il y ait des plantes sauvages pour qu'elles puissent aller se nourrir, notamment lorsque les carottes sont pas en fleurs. Alors, je vous ai montré là donc cette dépendance de l'agriculture et donc de notre nutrition et donc de notre santé envers les pollinisateurs. Maintenant, la question c'est en quoi est-ce que la production agricole est limitée par les pollinisateurs. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est limité? C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que si on avait plus de pollinisateurs, est-ce qu'on produirait plus? Est-ce qu'on est dans un cas où c'est un facteur limitant? Donc pour ça, la méthode la plus directe pour faire ça, c'est de comparer différents cas. Vous prenez une culture, vous regardez en pollinisation ouverte, c'est-à-dire vous laissez les pollinisateurs venir, quelle est sa production. Vous comparez cette production à un cas où vous excluez les pollinisateurs, donc vous mettez des cages comme ça en tulle qui empêchent les pollinisateurs de venir, et vous regardez quelle est la production quand il n'y a pas du tout de pollinisateurs. La différence des deux, c'est le service de pollinisation, c'est ce qui est produit grâce aux pollinisateurs. Mais si ça se trouve, il n'y a pas assez de pollinisateurs, juste quand on laisse ouvert, ils ont déjà disparu, il n'y en a déjà pas assez. Et donc pour ça, on ajoute un traitement qui est de rajouter du pollen. Et avec un pinceau, on va aller chercher du pollen dans une fleur, on va aller le mettre dans une autre, et on va saturer en pollen les plantes, les fleurs, et on va voir est-ce qu'on a un gain de pollinisation lorsqu'on rajoute du pollen en plus de celui qui a été amené par les pollinisateurs. Et si on trouve qu'il y a une augmentation du rendement, ça veut dire que c'est limité par les pollinisateurs, qu'on manque de pollinisateurs. Alors ça, on peut le faire, bon, vous imaginez, c'est des manipulations qui sont assez lourdes, le pinceau, tout ça, toutes les cultures, etc. Donc on prend des voies un petit peu de traverse pour essayer de faire ça. Donc ici, vous avez une étude qui a récemment essayé de mesurer cette limitation par le pollen à l'échelle mondiale. Donc ils ont ils ont récupéré des données qui avaient été produites par 120 études sur 32 cultures dans 27 pays. Chaque étude, ils regardent dans des champs, pour une culture donnée, combien il y a de pollinisateurs, ils comptent les pollinisateurs qui viennent faire leur visite, et ils regardent de combien est la production, quelle quantité de fruits ou d'autres choses est produite. Et pour chaque étude, ce qu'ils regardent, c'est à quel point, en comparant les différents sites qui sont étudiés dans l'étude, vous avez des sites qui vont avoir peu de pollinisateurs, ici, des sites qui vont avoir beaucoup de pollinisateurs, et puis ils regardent le rendement. Est-ce que le rendement augmente tout le temps? Si le rendement augmente tout le temps, ça suggère qu'il y a une limitation par le pollen. Ça veut dire qu'on pourrait rajouter encore des pollinisateurs
on produirait encore plus. Si ils ne trouvent pas de relation comme ça, plus on augmente les pollinisateurs, plus il y a de pollinisateurs, le rendement ne bouge pas. En fait, on est déjà saturé en pollinisateurs, on peut en mettre plus, ça ne change rien, tout le monde a ce qu'il faut en pollinisation. Ou alors un troisième cas, quand on augmente les pollinisateurs, au début, il y a une augmentation du rendement, donc dans ces cas-là, il y a une limitation par le pollen. Et puis à la fin, quand on arrive dans les cas où il y a beaucoup de pollinisateurs, en fait, ça augmente plus le rendement. Donc ces endroits-là, ils ne sont pas limités par le pollen. Donc dans un cas comme ça, on est limité, on n'est pas limité, et ici, on est limité dans certains sites. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour 5/7 des cultures qui ont été étudiées, ils voient des signes de limitation par le pollen. Donc vous avez ici toutes les études en bas, là, de 1 à 120. Et puis si c'est jaune ou si c'est gris, ça veut dire qu'il y a une limitation par le pollen. Et quand c'est gris foncé, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation par le pollen. Donc il semble que quand même, on a, donc en nombre de cultures, c'est plus de la moitié. Et quand on regarde juste le nombre de cas, on a à peu près autant de cas qui sont limités par le pollen que de cas qui ne le sont pas. Donc il semble qu'il y ait une limitation par le pollen. Alors, une autre étude, cette fois-ci, où on s'est intéressé à la France. Donc on a analysé le rendement par département de 54 cultures, les 54 cultures les plus cultivées en France, et ça au cours des 20 dernières années. Alors, ce qu'on a regardé, c'est le rendement standardisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une petite astuce statistique pour pouvoir comparer des pommes et des carottes. C'est-à-dire que ici, vous avez le rendement moyen de ces cultures-là, de l'avoine, du blé, de l'orge, puis le rendement moyen des haricots, des poivrons. Ici, on sera le rendement moyen à l'échelle française sur les 20 ans, il est ici, il est autour de cette courbe qui est à 0. Ici, on classe les cultures en fonction de la dépendance aux pollinisateurs. Donc, pour rappel, ici, les courges, le melon, sans pollinisateurs, on a une chute de la production qui est de 95%, donc très dépendant des pollinisateurs, et le blé, pas dépendant. Alors, si on prend un département et que le rendement moyen standardisé de ce département pour ces différentes cultures est comme ça, donc il est au-dessus du rendement moyen départemental, donc c'est un département où la production agricole est plutôt meilleure qu'ailleurs en France, et il n'y a pas de relation avec la dépendance aux pollinisateurs. Tout le monde produit bien. Si on prend un département pour lequel on voit quelque chose comme ça, ici, dans ce département, les cultures qui ne dépendent pas des pollinisateurs, elles ont un rendement qui est égal au rendement moyen national. Par contre, les cultures qui dépendent des pollinisateurs, elles ont un rendement qui est inférieur au rendement moyen national. Donc là, dans ce département-là, on va se dire, il y a sans doute un problème de pollinisation. Parce que seules les cultures qui dépendent des pollinisateurs ont un rendement qui est inférieur au reste. Donc on a fait ça, et voilà le résultat. Plus les départements sont foncés, plus on est dans des cas, comme dans le département 2, où on semble avoir un déficit de pollinisation. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'en France, selon les endroits, il semble qu'on ait une pollinisation des cultures qui soit plus ou moins efficace. Alors là, je vous ai mis en face une carte de l'indice de fréquence de traitement phytosanitaire, donc l'utilisation des pesticides. Plus c'est rouge, plus on utilise de pesticides. Bon, corrélation n'est pas cause à effet, mais il semble que quand même, les endroits où on utilise le plus de pesticides sont les endroits où on a la moins bonne pollinisation des cultures. Alors, je me permets d'insister un peu sur les pesticides, les phytosanitaires, parce que, enfin, j'ai pas vu de chiffres sur l'utilisation des produits phytosanitaires en horticulture, mais il me semble que c'est utilisé. Donc, ça, c'est une étude qui est aux États-Unis où ils ont regardé l'utilisation des pesticides. Donc ici, vous avez les herbicides, ici les insecticides pour le maïs, ça c'est pour le soja.
en masse, c'est-à-dire en kilos de pesticides. Ce qu'on voit, c'est que pour les herbicides, on a une augmentation des kilos de pesticides qui sont utilisés entre 1992 et 2016. Si on regarde les insecticides, on voit qu'on a une diminution de la masse des insecticides qui sont utilisés sur le maïs. Donc on pourrait se dire, bon, les herbicides, c'est pas terrible, le maïs, c'est plutôt pas mal, on en met de moins en moins. Mais si on prend en compte la toxicité de ces molécules, c'est-à-dire à quel point elles ont une capacité de tuer le vivant, et qu'on pondère la quantité par la toxicité de ces molécules, vous avez ici les résultats. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au cours du temps, les deux montent en flèche, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la toxicité qui est appliquée dans les systèmes agricoles. On met peut-être des quantités moins fortes, moins grandes, mais c'est parce que, en fait, c'est des poisons plus forts. Un autre point super important, c'est qu'on se dit, OK, moi je fais ça dans ma serre, je fais ça dans mon champ, etc. Quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, cette contamination, elle diffuse et elle contamine l'ensemble des milieux. Ici, donc, c'est des prélèvements qui sont qui sont faits dans des petites rivières. Donc, personne ne met des pesticides dans les rivières, hein. On est d'accord, il n'y a personne qui verse ça vient d'ailleurs. Vous avez ici la quantité de pesticides, insecticides, herbicides, fongicides qui sont retrouvés dans les eaux. Donc on voit qu'on retrouve très peu d'insecticides, un petit peu plus d'herbicides, beaucoup de fongicides. Et puis quand on dose ces pesticides, non pas dans l'eau, mais dans les insectes qui émergent de l'eau, dont les larves sont dans les rivières, vous voyez que là, on retrouve quasiment autant d'insecticides que d'herbicides, que de fongicides dans ces insectes. Et quand on regarde les pesticides, on les dose dans le corps des araignées qui sont autour de ces petites rivières et qui se nourrissent de ces insectes, on voit qu'on a énormément d'insecticides, un peu moins d'herbicides et encore moins de fongicides. Donc tout ça pour dire qu'il y a la contamination des milieux et du vivant est plus que complexe, mais en tout cas ça se diffuse et on peut avoir des cas, comme ici les insecticides, où on a une concentration dans le vivant, comme ça. Alors, OK, ça c'était pour vous donner un schéma général de la contamination. Qu'est-ce qu'on sait de cet effet de la contamination sur les pollinisateurs? Alors, il y a plein d'études, hein. Alors, on sait que ça change le comportement des pollinisateurs, le fait d'être contaminés. Par exemple, ils peuvent être attirés vers des plantes qui sont porteuses de pesticides. C'est-à-dire que les plantes traitées en pesticides attirent plus les pollinisateurs que les autres. Les abeilles peuvent être désorientées. Une fois qu'elles ont ingéré des pesticides, elles ne retrouvent plus le chemin de la ruche. Il y a une reproduction qui est réduite, c'est-à-dire ici des colonies de bourdons, la formation des reines qui vont donner des colonies l'année d'après est réduite. Ici, la croissance est réduite. Le gain de poids des colonies de bourdons est réduit en fonction du risque en pesticides. Et ici, la pollinisation est réduite. Donc, des vergers qui ont été pollinisés par des bourdons plus ou moins contaminés par les pesticides. Et vous voyez que le taux de visite diminue plus on augmente la contamination. Et la production de graines dans les pommes diminue plus on augmente la contamination. On a aussi des études où on commence à avoir vraiment un effet causal de la contamination des milieux sur les pollinisateurs, notamment, pourquoi causal? Parce qu'on prend tous les autres effets possibles qui pourraient faire diminuer les pollinisateurs. Et donc même en prenant en compte l'ensemble de ces autres effets, ce qu'on obtient ici aux États-Unis, on voit clairement un effet des endroits où il y a beaucoup de pesticides, on a moins d'espèces d'abeilles sauvages. Alors, pour terminer, je vais vous parler de l'importance de la diversité des pollinisateurs pour la production agricole. Alors, comment est-ce que c'est fait? En général, pour étudier cet effet de la diversité, on prend différents champs. Là, tous les petits symboles, ce sont des champs. Ici, la zone grise, c'est une forêt. Donc, on a des champs qui sont proches de milieux semi-naturels et puis des champs qui sont loin de milieux semi-naturels. Et puis, les triangles, c'est des fermes conventionnelles et les ronds, ce sont des fermes bio. Et donc, on regarde
entre les fermes bio proches des milieux semi-naturels, bio loin des milieux semi-naturels, conventionnels loin des milieux naturels. On regarde la diversité des pollinisateurs, le nombre d'espèces, ou bien l'abondance des pollinisateurs. Donc on voit que plus on est proche et bio, plus on a de pollinisateurs, ok. Et puis on regarde aussi la pollinisation, le nombre de grains de pollen déposés, et on voit qu'il y a une relation entre la diversité et l'abondance et le nombre de grains de pollen déposés. Donc, diversité, abondance, là, une étude qui reprend un ensemble, 89 études, et qui regarde est-ce que c'est mieux d'avoir beaucoup de pollinisateurs, beaucoup d'individus, ou une grande diversité, beaucoup d'espèces. Et ce qui montre ici, c'est que l'effet, donc vous avez la taille des effets qui est ici, l'effet le plus fort, c'est vraiment la richesse comparé à l'abondance. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir plein d'individus qui fait qu'on a une bonne pollinisation, c'est le fait d'avoir plein d'espèces différentes de pollinisateurs qui assurent une bonne pollinisation. Une autre question, abeilles domestiques versus pollinisateurs sauvages, qui est le plus fort? Je ne sais pas si c'est la meilleure question, mais bon, c'est une question qui a été posée. Du coup, il y a eu des études qui ont été faites, et ce qui montre ici, vous avez l'efficacité d'une visite d'abeilles domestiques comparée à l'efficacité des visites de l'ensemble des pollinisateurs sauvages. Et ce qu'on montre, c'est que par visite, l'efficacité des pollinisateurs sauvages est plus importante que celle de l'abeille domestique. Et le dernier exemple, parce que j'arrive au bout de mon temps, ici, c'est une étude assez impressionnante. Donc, ils ont plein de... à chaque fois, c'est des études différentes, donc plein de cultures différentes. Ici, vous avez par quoi sont pollinisées toutes ces cultures. Donc, vous voyez, en bleu foncé, c'est l'abeille mellifère. En bleu clair, un peu plus clair, c'est les abeilles sauvages. En jaune, ce sont les cirphes, donc des diptères, des mouches. Là, les autres mouches, d'autres hyménoptères, etc., etc. Donc, on voit qu'on a une diversité. Il y en a qui sont principalement abeilles sauvages, etc. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré ils ont comparé l'efficacité des visites de l'ensemble de ces cortèges de pollinisateurs. Et ce qu'ils montrent, c'est que sur l'ensemble de ces cultures, en nombre de visites, on a à peu près autant de visites des abeilles domestiques que des pollinisateurs non abeilles, et puis on a un peu moins de visites des pollinisateurs abeilles sauvages. Quand on regarde l'efficacité par visite, on a les visites d'abeilles sauvages qui sont les plus efficaces, et puis les visites des autres pollinisateurs et les visites des abeilles domestiques qui sont un peu moins efficaces. Et quand on prend en compte les deux, c'est-à-dire le nombre de visites et l'efficacité par visite, on arrive à quelque chose où il n'y a pas de différence entre ces trois groupes, abeilles domestiques, abeilles sauvages, autres pollinisateurs, et où donc on a à peu près un tiers de la pollinisation qui sont effectuées par ces différents groupes. Donc je terminerai en reprenant un peu les 3 points. On a vu que l'agriculture et notre alimentation étaient dépendantes des pollinisateurs. On a des signes, bien que ce soit compliqué à mettre en évidence, on a des signes que cette production agricole, elle est actuellement limitée par les pollinisateurs. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un cas où on manque de pollinisateurs. Et la dernière chose, c'est que vraiment la réponse à ça, la solution, c'est la diversité. On a parlé de drones tout à l'heure, je veux bien qu'on me repose la question. Et je vous remercie.